Chapitre 9. Alors que le crépuscule enveloppe la ville, une curiosité agitée s'empare de moi. Pendant 2 soirées consécutives, j'ai observé en secret Jack quitter l'établissement après le dîner. Poussé par un mélange d'intrigue et un désir croissant de déchiffrer les facettes cachées de sa vie, je décide de le suivre ce soir. Silencieusement, je me fonds dans les ombres qui recouvrent les rues de la ville. Mes pas imitent les siens, silencieux, délibérés, presque fantomatiques. Nous nous faufilons à travers un labyrinthe de ruelles et de voies, chaque virage nous éloignant un peu plus du cœur de la ville. Je garde une distance prudente, toujours attentive à l'espace entre nous, glissant d'ombre en ombre dans l'effort de rester invisible. À mesure que nous avançons, les bruits familiers de la vie vibrante de la ville s'estompent en un bourdonnement lointain, remplacé par le calme inquiétant de la périphérie abandonnée de la ville. Mon cœur s'emballe, non seulement à cause de l'effort physique pour maintenir le rythme soutenu de Jack, mais aussi à cause de l'excitation de cette poursuite clandestine. Chaque nerf de mon corps est en alerte, réactif au moindre son ou mouvement dans l'obscurité environnante. Jack se déplace avec un sentiment de détermination, sa familiarité avec cette route se manifestant dans les pas confiants qu'il effectue. Je me demande le nombre incalculable de fois où il a dû emprunter ce chemin, s'évanouissant dans un monde de débris et de ruines. Nous marchons depuis près d'1 heure. Jamais auparavant je ne m'étais aventuré aussi loin aux confins de la ville. Mes pieds me font mal, mais je persiste, avançant mécaniquement, presque sans réfléchir. Plus nous avançons, plus nos environs deviennent désolés. Les quartiers autrefois animés de la ville reposent maintenant dans un silence fantomatique, les structures squelettiques projetant de longues ombres désolées, éclairées uniquement par la lueur de la lune. Je ne peux m'empêcher de ressentir une sorte de tristesse pour ce qui fut autrefois un carrefour vibrant, désormais réduit à des vestiges, témoins de conflits passés. Les bruits et mouvements furtifs qui proviennent de l'obscurité me mettent sur les nerfs. Est-il possible que ces ruines abritent encore des habitants? L'idée semble absurde, et pourtant, quelque chose s'agite dans les couloirs abandonnés. Je remarque des poubelles calcinées, un chat solitaire qui traverse la rue en courant. Les bâtiments, jadis symboles de prospérité, se dressent maintenant comme des reliques abandonnées, leurs fenêtres obscurcies béantes comme des blessures ouvertes. Nous nous engageons dans une cour qui semble déserte, mais alors, le battement sourd de la basse s'amplifie, se mêlant au rire étouffé au loin. Une assemblée se déploie devant moi, une congrégation d'individus vêtus de tenues sombres et robustes, radicalement différentes de la foule colorée habituelle de la ville. Ils semblent se fondre dans les ombres de la nuit. Ce sont les gens de Des Underground, ceux que nous reconnaissons à peine comme existants, brèves images aux informations du soir, une communauté qui survit dans les ombres de la périphérie urbaine oubliée. Alors que je glisse ma capuche sur ma tête, tentant de me fondre dans cet univers inconnu, je réalise que Jack a disparu dans la foule. Je panique, mon cœur s'emballe dans ma poitrine tandis que je scrute les visages autour de moi, cherchant désespérément un signe de lui. Me frayant un chemin vers le sanctuaire intérieur de ce rassemblement clandestin, je découvre l'origine de leur assemblée. Un ring de combat improvisé, baigné d'une lumière crue et clignotante. L'arène est encerclée d'une excitation électrique, les cris et les huées de la foule résonnant contre les murs décrépits. C'est la réalité crue et sans phare des combats clandestins. Ce monde caché se déploie devant moi dans un éclat vivant de rude humanité. L'atmosphère est chargée d'une énergie électrique, un mélange d'anticipation et d'un sentiment de liberté sans entrave. Les gens ici, une mosaïque diverse d'âge et d'origine, unique dans son essence, tissent ensemble les fils d'une communauté à la fois jointe et distincte. Ils sont comme les notes d'une symphonie complexe, où chaque timbre et chaque rythme contribuent à un ensemble harmonieux, mais où chaque voix conserve sa propre vérité, son propre récit. Ils sont bien loin des stagiaires disciplinés et des citoyens ordonnés auxquels je suis habitué. Ici, le rire résonne fort et authentique, et les conversations coulent librement. De nombreux membres de la foule tiennent des boissons provenant de bouteilles vertes, le liquide à l'intérieur étant soit de la bière, soit quelque chose de plus fort.
La manière désinvolte avec laquelle ils sirotent et partagent leur boisson témoigne d'une camaraderie née d'expériences partagées. C'est une camaraderie qui semble transcender l'âge, puisque je vois des visages plus âgés aux lignes burinées partager des rires avec les jeunes, dont l'énergie et l'exubérance illuminent les regards. Les tatouages que j'observe ne sont pas de simples ornements corporels, ce sont des symboles, des fresques vivantes qui s'étalent sur les bras et les jambes, narrant des histoires à l'encre indélébile. Chaque ligne, chaque courbe raconte une histoire, révèle un fragment d'âme. Certains sont d'une complexité fascinante, un enchevêtrement d'images et de motifs, tandis que d'autres impressionnent par leur audace et leur simplicité, des affirmations puissantes dans leur minimalisme. C'est une carte d'identité inscrite sur la peau, un récit visuel qui parle de passion, de perte et de victoire, un langage artistique qui transcende les mots. La musique est un rythme cadencé de tambours qui résonne à travers la foule. Son son primal se synchronise avec le battement de cœur des spectateurs. Elle contribue à l'atmosphère, une toile de fond palpitante pour l'événement principal de la soirée, le combat. Le rythme est contagieux, s'infiltrant dans mes os, me rendant extrêmement consciente de la vivacité de cet endroit. Au cœur de cette effervescence, je réalise que ce rassemblement dépasse largement les combats. C'est une question de communauté. Il s'agit de personnes se réunissant, à l'abri des regards officiels, pour savourer leur liberté, même si ce n'est que pour quelques heures. Dans ce coin reculé de la vie palpite sous sa forme la plus brute. Ici, au milieu des acclamations, de la musique et de l'exubérance de la foule, je me sens à la fois étrangère et témoin d'un monde auquel Jack, semble-t-il, appartient véritablement. Je me tiens à la lisière de la foule, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Cette facette cachée de la ville, ce royaume des exclus, des oubliés et des rebelles, est unie par l'émotion brute et viscérale du combat. C'est un monde où les règles sont réécrites, où l'ivresse du combat transcende les limites de la société structurée. L'air dans l'arène improvisée est chargé d'anticipation alors que Jack pénètre dans le ring. Il est torse nu, ses muscles tendus et dessinés, en contraste frappant avec son adversaire volumineux, couvert de tatouages qui lui fait face. Le rugissement de la foule monte jusqu'à atteindre un crescendo assourdissant tandis que les deux combattants se tournent autour, chaque pas une promesse silencieuse de la violence à venir. Depuis mon point de vue, ma petite taille m'empêche de bien voir la scène. Animé d'un désir ardent de saisir chaque mouvement, de ressentir l'impact de chaque coup, je me glisse à travers la foule tel un serpent. Ma silhouette fine se révèle être un avantage dans cette mer de corps. Lorsque la cloche éclate, annonçant l'assaut imminent, la foule s'embrase, insufflant aux combattants une ferveur sauvage pour surpasser leurs limites. Les visages, baignés dans une lumière crue, se métamorphosent en une vague de passion déchaînée, où l'excitation frénétique, l'attente fiévreuse et une avidité presque féroce pour le drame à venir se fondent en une seule et même effervescence. Les hurlements et les acclamations jaillissent de partout, tissant une symphonie de chaos qui pulse avec l'énergie électrique d'une tempête imminente. Ce qui suit est un tourbillon de mouvements et de brutalité. L'adversaire de Jack, une figure imposante, avec des bras semblables à des poutres d'acier, lance un coup-poing. Jack le bloque sans effort, ses bras se mouvant comme des barrières de fer. En un instant, il riposte avec un balayage rapide des jambes, faisant tomber le géant au sol. Le combattant tombé récupère rapidement, roulant avec agilité et se relevant sur ses pieds avec une vitesse surprenante. La foule explose. Jack déchaîne une série de coups de pied calculés contre les côtes de son adversaire. Le son de l'impact est révoltant. Le visage de Jack reste un masque sans émotion, ses yeux froids et concentrés. Son adversaire lutte pour se relever. Il est accueilli par une nouvelle rafale de coups. Chaque coup fend l'air, implacable, forçant le géant à esquiver et à trébucher. Chaque frappe de Jack est livrée avec une précision chirurgicale. Chaque muscle est une arme affûtée, ses mains capables de protection comme de destruction. Je suis hypnotisé. Au milieu du chaos, le regard de Jack dévie momentanément, croisant le mien. Une étincelle de reconnaissance, de surprise, une brève connexion qui transperce le chaos du combat. Mais cette distraction lui coûte cher.
Un coup de pied brutal s'abat sur ses côtes, le projetant au sol et brisant notre contact visuel. Des vagues de douleur parcourent mon propre corps. Il se relève instantanément. Sa réaction est immédiate et horrifiante. Il rit, un rire sinistre et totalement incongru au milieu du carnage qui se déroule. Avec un déchaînement de férocité, il se lance sur son adversaire. Le combat devient une démonstration unilatérale de domination, chaque mouvement de Jack une frappe pitoyable. C'est insoutenable, d'une violence inouïe, et je me retrouve à détourner le regard, écœuré par l'offensive sauvage. Alors que la cloche sonne à nouveau, marquant la fin du combat, j'ose me retourner. Son adversaire gît sans mouvement sur le sol, un amas vaincu de muscles et de tatouages. L'exaltation de la foule, telle une résonance spectrale, m'assaille de sa lointaine présence, filtrée par un écran de sidération qui s'est tissé autour de moi. Leur chorégraphie, une parade fantasmagorique flottant dans le néant, se ferait un chemin à travers l'épaisseur trouble de ma conscience assiégée, effleurant à peine mes tympans submergés par la terreur intérieure. Jack sort de l'arène. La peur m'étreint. Une peur mêlée à une compréhension nouvelle de l'homme qu'est réellement Jack. Je réalise maintenant que ce que j'avais vu lors de nos sessions d'entraînement n'était qu'une ombre de ses véritables capacités, une version bridée du combattant qui se tient au pied de l'arène. Ses yeux balaient la foule, scrutant chaque visage avec une intensité féroce. Ses sourcils se froncent, sa mâchoire se serre, trahissant une colère contenue qui menace d'exploser à tout moment. Il me cherche. Une peur viscérale me paralyse. M'a-t-il repéré? Jack se fraye un chemin à travers la foule, tel un prédateur traquant sa proie. Son regard est fixe, déterminé, mais il ne semble pas encore m'avoir repéré dans cet océan de visages. Mon cœur s'alarme, battant une cadence sauvage contre mes tempes. L'angoisse m'étreint, étranglant mon souffle dans une attente terrifiée. Poussé par l'instinct de survie, je m'éclipse dans le flot humain, esquivant son regard perçant. Chaque pas précipité est une échappée. Mon esprit est hanté par le fantôme du combat, par l'action glaciale de Jack dans l'arène. Alors, je tente désespérément de fuir sa menace imminente, sa fureur sans filtre. Mes yeux balayant les alentours à la recherche du moindre signe de Jack ou d'une sortie. Alors que j'essaye désespérément de fuir sa menace imminente et la cruauté brute qu'il incarne, mes yeux, voilés de peur, saisissent des aperçus du monde alentour. C'est un paysage si étranger, pulsant de brutalité. Je remarque des échanges fiévreux d'argent parmi les spectateurs, une frénésie d'activité presque aussi intense que le combat lui-même. Il est clair que des paris sont placés, transformant l'issue de cette confrontation barbare en un spectacle lucratif et un divertissement morbide pour ces âmes. Mon cœur bat fort dans ma poitrine, un tambour incessant qui fait écho à mes pensées affolées. Je suis une étrangère ici, une inconnue dans un monde si radicalement différent de celui auquel je suis habituée. Cherchant un moment de répit, je me fraye un chemin vers un bar improvisé installé contre le mur du fond. L'air est lourd de l'odeur de sueur et de bière rassie. Je commande une boisson, essayant de paraître détaché, mes yeux balayant les alentours, à la recherche d'une échappatoire. Ma présence, cependant, semble avoir attiré une attention indésirable. 2 silhouettes s'approchent de moi, l'une grande et imposante, tel un ours avec de longs cheveux gras et une barbe négligée, et l'autre maigre, nerveuse, avec un sourire tordu laissant apparaître une dent manquante. Les 2 hommes se dressent au-dessus de moi, leur souffle lourd de l'odeur de l'alcool. L'homme, semblable à un ours, se penche trop près, sa voix un murmure pâteux. « Hé, la miss, t'es chaude pour un vrai délire ?» lance-t-il, un sourire grossier se dessinant sur son visage. Son comparse, l'homme maigre avec une dent manquante, fait écho à ses propos par un hochement de tête et un sourire répugnant. « Non, merci, je réponds fermement, ma voix stable malgré la panique croissante. J'essaye de m'éloigner, mais ils bloquent mon passage, leur corps comme des murs se refermant sur moi. « Eh, fais pas ta chochotte, belle gosse !» gronde l'homme maigre, son ton faussement doux. « T'inquiète, on cherche juste à se marrer un peu, tu captes ?» Il donne un coup de coude à son ami plus costaud qui ricane en signe d'approbation. J'ai dit non, je réitère, avec plus de force cette fois, mes yeux balayant les alentours à la recherche d'une issue. Mais ils persistent, leurs intentions évidentes. L'un tend la main, saisissant mon bras.
Instinctivement, je me recule, mais il est rapide pour sa carrure, sa prise ferme et inébranlable. Écoute, meuf, t'es sur notre terrain là. Fais pas genre t'es pas intéressé, tu vois le bail? L'homme maigre rit, un son rauque et strident qui m'envoie des frissons le long du dos. Ouais, on va lui montrer comment on gère ici, et on va s'éclater dans le coin. Je m'acharne de mes poings, tentant désespérément d'appliquer les techniques que Jack m'a enseignées, mais ils sont immenses, surpuissants, et mes coups semblent avoir peu d'effet. Mon cœur bat la chamade. Ma respiration est étouffée, saccadée. Ce n'est pas une séance d'entraînement, c'est un cauchemar. Mon esprit panique. La terreur se mêle au désespoir. Je suis enfermée, engluée dans une situation qui me dépasse totalement. Je m'épuise à lutter contre leur étreinte, mais ils sont sans pitié. La terreur m'envahit alors qu'ils commencent à m'éloigner du bar, loin de la pseudo-sécurité de la foule. Je lance désespérément un coup de pied, cognant le tibia de l'homme à l'allure d'ours. Il rugit de douleur, mais ne déloge pas son emprise. « Elle est furieuse, mec, j'adore ça !» glousse l'homme maigre, d'un son écorché qui me glace jusqu'à la moelle. Je me déchaîne, mes poings frappent, piquent, cognent de toutes mes forces. Je lutte frénétiquement, néanmoins ils sont inébranlables, terrifiants, dominant mes efforts. À cet instant, je saisis la froide réalité de ce monde souterrain, chaotique, cruel et sans merci. Mon statut d'intruse, de novice dans cet environnement inhospitalier, m'a placée dans une position extrêmement dangereuse. Cette prise de conscience me heurte comme un assaut physique, alimentant ma lutte et amplifiant également ma peur. Alors que je continue de me débattre contre mes agresseurs, je me demande ce qui m'a poussé à suivre Jack dans ce labyrinthe de perdition. Comment mes sentiments pour lui m'ont-ils amené dans une situation aussi terrifiante, m'enfonçant dans des abysses si périlleux? L'apparition soudaine de Jack à mes côtés est à la fois un soulagement et un choc. Son intervention est rapide et décisive. « Elle a dit non », déclare-t-il fermement, sa voix tranchante. Mes agresseurs s'arrêtent net, lui lançant des regards aiguisés. Avec une précision fulgurante, Jack assène un coup de poing solide. L'homme, l'ours, trébuche, protégeant son nez saignant, la surprise peinte sur son visage. L'homme maigre, pris de court par la soudaine montée de violence, bafouille des excuses, ses mots teintés d'un mélange de peur et de réalisation. « Yo, désolé mec, j'avais pas capté qu'elle était à toi », marmonne-t-il, ses yeux oscillant dans une danse nerveuse entre Jack et moi. « Tu aurais dû réfléchir à 2 fois avant de poser tes mains sur elle », grogne Jack, sa voix basse et dangereuse. Il se dégage avec une agilité surprenante pour des ivrognes, se faufilant à pas rapides à travers la foule. Mon cœur, encore martelé par la peur, ressent une illusion éphémère de sécurité, de courte durée. Là, je remarque le regard furieux de Jack posé maintenant sur moi. Oublie cette pensée, la sécurité demeure une étrangère à ma situation actuelle. Il se dresse devant moi, sa colère mijotant juste sous la surface, une tempête sur le point d'éclater. « Putain, mais qu'est-ce que tu fous ici, Eva ?» exige-t-il, ses mots tranchants comme des poignards. « Ce n'est pas ton monde ici. Merde, même la police ne se pointe dans cet endroit. » Alors que les paroles crues de Jack se fraient un chemin dans mon esprit, ma peur se mue en furie. Il n'a aucun droit de me juger. N'est-il pas lui-même plongé dans ce monde brutal? Qu'espère-t-il? M'administrer une leçon de morale? Oh, épargne-moi, j'étais curieuse, ok? Je voulais voir où tu allais, je lui hurle, ma voix éclatant dans un ouragan de peur et de rage indomptée. Les yeux de Jack flambent de fureur, sa mâchoire se serre. L'intensité de son regard est palpable, une tempête gronde derrière ses iris sombres. « Curieuse? Tu n'as aucune idée d'où tu es. À quel point c'est dangereux, rétorque-t-il. Tu peux pas débarquer comme ça dans des endroits pareils. C'est pas un jeu, Eva. » Mon cœur bat la chamade dans ma poitrine, l'adrénaline coule toujours dans mes veines. Je suis parfaitement consciente du danger que j'ai évité de justesse. Pourtant, je ne peux reculer maintenant. M'emmerde pas avec ça. Je voulais voir ton monde, la partie que tu me caches. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. Toi sur le ring. L'expression de Jack change. Une lueur fugace de quelque chose qui ressemble à de la douleur traverse ses traits avant d'être rapidement dissimulée par une façade froide et impassible. Eh bien, maintenant tu l'as vue. Heureuse? Ces mots sont empreints d'amertume, en contraste avec son comportement habituellement réservé.
Je peine à trouver les mots, mon audace précédente vacillant sous son examen intense. Je ne savais pas que ce serait ainsi. Jack exhale brusquement, sa colère frémissante juste sous la surface. Tu n'as pas ta place ici, Eva. C'est dangereux, imprévisible, et moi, je ne peux pas toujours être là pour te sortir de la merde. La réalité de ces mots me frappe de plein fouet. Ses instincts protecteurs sont évidents, mais la distance qu'il essaie de maintenir l'est tout autant. Dans ses yeux, je perçois un mélange tumultueux d'émotions, inquiétude, frustration, et une touche de quelque chose de plus profond, de plus personnel. Je tente de rassembler mes pensées pour répondre, mais son regard froid et perçant est accablant. Il poursuit, sa frustration évidente. Tu n'es pas préparé pour cela. Tu n'as aucune idée dans quoi tu es tombé. Je peux percevoir l'inquiétude qui se cache derrière sa colère, mais c'est son éloignement qui me frappe davantage. Il a raison, je suis dépassée ici, dans un monde bien éloigné de tout ce que j'ai pu connaître. Après l'énergie frénétique du club de combat souterrain, Jack me conduit vers une zone plus isolée. Nous approchons d'un groupe rassemblé autour d'une table et d'un banc. Leur tenue est robuste, se fondant sans effort avec les textures rugueuses des recoins cachés de la ville. À mesure que nous nous approchons, leurs regards se lèvent pour nous rencontrer, marquant un changement dans l'air. Un mélange de respect et de familiarité enveloppe Jack, tandis que Dieu recrute, interrogeant silencieusement ma présence. Beau combat, Jack, fait remarquer un homme à la silhouette élancée, dont les tatouages racontent des histoires d'une vécue sur le fil du rasoir. Entrelacés autour de son poignet, des mots dans une calligraphie élégante forment une citation en latin « Per aspera ad astra », à travers les épines vers les étoiles. C'est un mantra de persévérance et d'espoir qui l'a guidé probablement à travers les moments sombres. Sa voix est rauque, portant le poids de l'expérience. Les autres autour de la table renchérissent, chaque commentaire renforçant ce sentiment de complicité. La réponse de Jack est un hochement de tête, son expression demeurant un masque rigide de tension. L'énergie de la nuit se transforme lorsque je suis présentée aux amis de Jack. Lucas, Rico et Jade, chacun d'eux un personnage distinct dans ce monde caché. Les présentations de Jack sont brèves, juste des noms sans aucun contexte. Jade, une femme à la présence audacieuse, lui tend son t-shirt. C'est une femme séduisante de 25 ou 29 ans, à la carrure athlétique, aux traits saillants et qui dégage une aura de confiance. Elle arbore une chevelure bleue à l'aise courte et ébouriffée. Je saisis un éclat de quelque chose partagé entre eux, une familiarité aisée qui met mon esprit en émoi, me bombardant de questions sur leur relation. Lucas, l'homme au tatouage écrit en latin, doit avoir une trentaine d'années. Il semble incarner à la fois l'agilité et l'intellect. Ses cheveux, coupés courts et naturellement bouclés, renforcent son apparence vive et alerte. Ses yeux donnent l'impression qu'il est constamment en train d'analyser, essayant de déchiffrer le monde qui l'entoure. Il a tendance à se pencher légèrement en arrière, observateur, scrutant les interactions du groupe avec un regard perspicace qui laisse peu de choses lui échapper. Rico se distingue par une présence qu'il est impossible d'ignorer. Sa grande carrure massive domine l'espace, chaque muscle semblant être taillé dans une vie débordante d'affrontements physiques bruts. La cicatrice qui sillonne sa joue est probablement un témoignage silencieux de batailles passées, un symbole robuste de survie dans un monde où la force est souvent la seule monnaie. Son attitude est aussi solide que sa carrure, dégageant un sentiment de puissance à la fois intimidant et indéniable. La conversation coule naturellement entre eux, leurs mots dévoilant un monde bien éloigné de celui que je connais. Ils discutent du consortium avec un mélange de mépris et de détermination, leur opposition enracinée dans des expériences personnelles et des épreuves partagées. L'éclat de rire de Jade résonne dans l'air, un son qui semble sans effort, insouciant, mais ses yeux racontent une histoire différente. Ils sont aiguisés, observateurs, ne manquant rien. Elle s'entretient avec Jack, animée, sa main caressant son bras, son épaule et sa cuisse dans des gestes qui parlent d'une profonde familiarité. Leur histoire partagée est visible dans leur bavardage détendu, facile et naturel. Lucas, l'esprit éclairé du groupe, tisse ses réflexions dans la conversation, parsemant des remarques perspicaces qui dévoilent l'étendue de sa compréhension. Ses paroles sont telles des filaments de sagesse,
brodant la toile de leur échange de nuances. Rico, bien que moins loquace, fait sentir sa présence. Ses hochements de tête et ses grognements occasionnels ponctuent la conversation, un chœur non-verbal d'acquiescement qui souligne sa solidarité avec le groupe. L'atmosphère autour de la table devient plus lourde, tandis que la conversation s'oriente vers le nouveau système de notation personnelle qui va être mis en place par le consortium. Les ombres de la nuit semblent amplifier notre discussion animée. Je remarque qu'un petit attroupement s'est formé autour de nous, intrigué par notre échange. La voix de Lucas résonne avec un timbre charismatique, articulé dans sa délivrance, chaque mot souligné par un profond sens de l'engagement. Son discours captive, entraînant les auditeurs dans son monde d'idées et de convictions, rendant clair qu'il ne parle pas seulement, mais qu'il communique avec un dessein et une passion. Il se penche en avant, son regard se faisant plus aigu. Ce nouveau système est une autre manière de nous contrôler, dit-il, sa voix basse mais ferme, s'exprimant avec une gravité qui commande l'attention. Pour ceux comme nous, non enregistrés, ce n'est pas seulement une question de vivre en marge, commence-t-il, sa voix teintée d'un mélange de défi et de réalisme sombre. C'est une condamnation à mort, une vie normale rendue impossible. On nous prive des droits les plus élémentaires, l'accès à des soins de santé, à l'éducation, à l'emploi. On existe, mais notre existence est une ombre dictée par la peur et l'incertitude. Nous sommes devenus des spectres dans nos propres rues, reconnus uniquement lorsque cela sert les intérêts d'autrui pour nous pointer du doigt ou nous utiliser à leur guise. Cette lutte dépasse la simple survie. C'est une bataille pour le droit fondamental de vivre avec dignité, un droit que chacun de nous mérite indépendamment de sa situation. Ces mots, passionnés et clairs, dépeignent un tableau austère de leur réalité, laissant un impact durable sur tous ceux qui entendent. L'expression de Jade s'assombrit, son énergie vibrante momentanément atténuée. Pas de notes, pas de travail. Sans notes, nous n'existerons même pas pour eux, ajoute-t-elle avec amertume. La voix profonde de Rico gronde en signe d'accord. Il nous encercle, essayant de nous forcer à entrer dans leur moule, mais nous n'allons pas simplement nous laisser faire et l'accepter. Sa déclaration porte un poids de défi, sa cicatrice semblant accentuer sa détermination. Lucas, Jade et Rico sont profondément engagés dans une discussion animée. L'intensité de leur conversation est palpable. « Notre ville sûre », commence Lucas avec sarcasme, « où la famine est juste cachée dans le paysage. » Jade intervient, sa voix imprégnée d'un tranchant amer de ressentiment. Et puis il y a le concile. Ils ont installé une telle peur, personne n'ose même murmurer contre eux. Ça ne va faire qu'empirer, avec tout le monde noté à chaque souffle. La voix grave de Rico ajoute une couche de ferveur. Exactement. C'est comme si ces problèmes cruciaux, pénuries alimentaires, restrictions de voyage, étaient interdits de discussion. Peux-tu imaginer comment c'était avant la guerre? Voyager librement entre les villes, voir les continents, c'était la vie de tous les jours, un moyen d'échanger les cultures, le savoir. Je réfléchis à la situation actuelle. Avec les mers et les terres en dehors des villes contaminées, les déplacements entre les villes sont uniquement possibles par les airs et sont contrôlés par le consortium. Si mes parents trouvent un moyen de décontaminer les eaux, cela ouvrirait des possibilités de voyage pour tout le monde. Cela pourrait représenter une forme de liberté que le consortium ne souhaite pas autoriser. En y réfléchissant, je ne peux m'empêcher de me demander si la percée de mes parents dans la décontamination de l'eau a joué un rôle dans leur retraite forcée et soudaine. Si leur projet avait abouti, cela aurait non seulement remis en question le contrôle du consortium sur les voyages, mais aurait également offert un nouveau niveau de liberté à tout le monde. Leur avancée aurait-elle pu menacer le consortium, les obligeant à écarter mes parents aussi brusquement? Lucas hoche vigoureusement la tête. Mais maintenant, le consortium dit que tout ça, c'est dangereux, que c'est ça qui a mené à la guerre. Il rit amèrement, un rire sans joie qui résonne dans le silence. Cela semble incroyablement injuste, pas seulement pour mes parents, mais pour tout le monde. Je peux imaginer toutes les nouvelles opportunités qui pourraient émerger si la campagne était libérée des déchets de radiation atomique. Nous pourrions récupérer des terres perdues, restaurer des habitats naturels et même étendre nos espaces de vie. C'est une chance de renouveau qui est étouffée.
l'expression de Jade devient songeuse. C'est le contrôle par la peur. En limitant notre vision du monde, ils nous maintiennent dans le rang. Leurs voix se mêlent en une symphonie de frustration et de désir, abordant des sujets depuis longtemps considérés comme tabous, peignant une image d'un monde qui a été ouvert et interconnecté, désormais hermétiquement scellé sous le couvert de sécurité et d'ordre. Assise au milieu des amis de Jack, je suis une observatrice, absorbant leurs mots, leurs émotions. Je suis curieuse de leur lien avec Jack. Comment leurs chemins se sont croisés, ce qui les lie si étroitement. Puis, dans un instant fugace, j'aperçois quelque chose de révélateur sous leurs manches. Comme Jack, Jade et Rico portent des numéros tatoués sous leurs biceps, une marque silencieuse indélébile. Lucas en a un aussi, mais il est caché parmi ses autres tatouages, moins évident mais tout aussi significatif. En cet instant, tout s'éclaire. Ils partagent un passé, probablement forgé dans le monde difficile du système social. Des amis d'enfance peut-être, unis par des expériences que seuls eux peuvent pleinement comprendre. Leur tatouage, un symbole d'une histoire partagée, de survie, d'un lien qui a manifestement perduré à travers le temps et les épreuves. La discussion concernant le nouveau système de classement du consortium prend soudainement une tournure plus sombre, plus sinistre. Au fur et à mesure qu'ils en discutent, je prends conscience de combien ma vie a été protégée, mais aveugle, mes connaissances se limitant à des théories académiques et des bulletins d'information contrôlés. Ils prennent un tournant, se concentrant sur les nouvelles méthodes de contrôle du consortium. Je reste silencieuse, une spectatrice muette. J'absorbe la gravité de leur conversation, le poids de chaque mot qu'ils échangent. Jack parle avec un cynisme mordant. Il resserre la laisse. Remarque-t-il sombrement. Tout le monde sera obligé de porter un dispositif d'identification. Ce n'est pas juste une question de suivi, il s'agit de manipuler chaque aspect de nos vies. Lucas, appuyé contre un mur, acquiesce d'un signe de tête. Cela va bien au-delà de simplement nous surveiller. Ce système qu'ils déploient, il s'agit d'affiner leur propagande, de l'ajuster aux vulnérabilités de chaque personne, peut-être même d'écouter nos conversations à notre insu. C'est de la manipulation psychologique pure et simple. Le tout dissimulé sous le prétexte de la sécurité publique, affirme-t-il. J'écoute, l'esprit en ébullition. C'est bien loin du monde que je pensais connaître, du monde dans lequel je croyais que la sécurité et le progrès régnaient. L'idée d'être constamment surveillé, chaque action enregistrée et analysée, envoie un frisson dans mon dos. L'idée d'une propagande personnalisée, c'est une manipulation d'une subtilité et d'un cynisme glaçant. Autour de nous, les autres écoutent, leurs expressions oscillant entre la colère et la résignation. Les amis de Jack sont bien familiarisés avec la lutte des exclus contre de telles tactiques oppressives. Mais pour moi, c'est une révélation choquante. Jack ne s'adresse pas directement à moi, mais je peux sentir son regard se poser sur moi de temps à autre, comme pour mesurer ma réaction face à cette dure réalité. La conversation est un réveil brutal, démantelant l'image du consortium qu'on m'avait toujours inculquée. La déclaration passionnée de Lucas à propos de sa résistance contre ce système pèse lourdement dans l'air. Il prévoit de déployer ce système dans les 6 prochains mois, peut-être même plus tôt. Lucas affirme « Mes amis, l'heure est venue de se lever et de réclamer ce qui nous est dû par droit de naissance, une vie digne et respectée. Nous ne pouvons pas simplement rester les bras croisés. Nous devons agir contre ce système, insiste-t-il, ses yeux brûlants de conviction. C'est bien loin des débats théoriques de mes cours à l'université. J'observe attentivement Jack. Sa réaction aux mots de Lucas est subtile, mais révélatrice. Un frémissement de malaise traverse son visage lorsqu'il me jette un regard, comme s'il se rendait soudain compte du poids de ses paroles et des implications pour moi de les entendre. Jack se lève d'un coup, tranchant la conversation. « Nous devons y aller », annonce-t-il, sa voix ferme signalant la fin de la discussion. Les autres, bien que surpris, acquiescent, sentant le changement dans son humeur. Leur bref échange témoigne d'une compréhension plus profonde, d'une histoire partagée dont je ne peux que deviner les contours. « Prends soin de toi, Jack », dit doucement Jade, croisant son regard. C'est un adieu simple, mais chargé de sens. Sa soudaine gêne et la fin brusque de la discussion me laissent dans un tourbillon de questions.
Notre marche vers l'académie est silencieuse, lourde de non-dits. Je lance des regards furtifs à Jack, mais son visage reste fermé, figé dans une expression concentrée. La fraîcheur de la nuit peine à apaiser le tumulte dans mes pensées. Je repasse les événements de la soirée dans mon esprit, particulièrement le moment avec les amis de Jack. Sa façon de me présenter avait été brève, juste mon nom, rien de plus. C'était comme s'il voulait garder ma présence aussi indescriptible que possible. Une simple observatrice, non une participante. Jade, Lucas, Rico, ils ne sont pour moi que des noms dépourvus d'histoire. Je ne peux plus contenir ma curiosité. Jack, tes amis, je suis contente de les avoir rencontrés. Je me risque prudemment. Il me coupe, son ton est tranchant. Eh bien, tu ne les reverras plus. La finalité dans sa voix est incontestable. D'accord, j'accepte, ne voulant pas le provoquer davantage. Mais je ne peux m'empêcher d'ajouter « Vos chemins dans la vie semblent si différents et pourtant votre lien est évident. Comment se sont-ils retrouvés dans ce monde ?» La réponse de Jack est un mélange de résignation et d'amertume. « Eva, parfois tu n'as pas le choix de l'endroit où tu te trouves prisonnière. Tu y es soit née, soit poussée malgré toi dans ce lieu. Vous étiez tous à l'orphelinat, n'est-ce pas? Que s'est-il passé ensuite ?» J'insiste doucement. Il jette un regard vers moi, son expression révélant une pointe de surprise face à ma perspicacité. « Tu es observatrice, » remarque-t-il, exhalant un souffle qui semble porter un mélange de défaite et de résignation. « J'étais le petit garçon mignon, » continue-t-il, recueilli par une famille aisée qui avait juste besoin d'un enfant pour leur photo de famille. Ces mots restent en suspens, laissant deviner des histoires plus profondes, non dites. « Et tes amis ?» je demande. « Ils sont restés dans le système de placement familial, dit-il, marquant une pause. J'ai eu tous les privilèges d'une famille, et eux, ils n'en avaient aucun. » Sa voix porte une note de culpabilité, soulignant le contraste frappant entre son chemin et celui de ses amis. Je suis choquée par le hasard du destin. Pourquoi n'ont-ils pas été adoptés? Jack exhale profondément, sa voix teintée de tristesse. Jade et Lucas étaient plus âgés, moins souhaitables pour l'adoption. Rico était considéré comme abîmé. Je pense immédiatement à la cicatrice qui marque la joue de Rico. Cela semble si injuste, murmure-je, un sentiment de malaise montant en moi. Le silence de Jack est lourd, chargé d'un passé qu'il ne dévoile pas. Alors que nous approchons de l'académie, une vague d'inquiétude me submerge. Les portes sont fermées, se dressant telles des sentinelles silencieuses dans la nuit. Mon cœur s'emballe, l'idée d'être enfermé dehors pour la nuit envoie une décharge de panique à travers moi. Je jette un coup d'œil à Jack, cherchant un signe, un plan. Sans un mot, il change brusquement de direction, m'entraînant dans une ruelle étroite qui longe le mur d'enceinte vers l'arrière du bâtiment principal. C'est une partie de l'académie que je n'ai jamais explorée, plongée dans l'obscurité. Nous avançons dans les ombres, Jack se déplaçant avec une assurance qui suggère qu'il a déjà fait cela auparavant. Mon appréhension grandit à chaque pas, mais je lui fais suffisamment confiance pour le suivre. Puis, il s'arrête devant une section banale du mur. Pendant un instant, rien ne se passe, et mon anxiété atteint son paroxysme. Mais ensuite, Jack appuie sur un panneau caché, révélant une porte dissimulée. Je laisse échapper un long soupir, un mélange de soulagement et d'exaspération. Évidemment qu'il avait un plan. C'est Jack, après tout. Les portes secrètes et les détours mystérieux sont sa spécialité. Je me demande combien d'autres secrets cet endroit renferme et combien d'entre eux il connaît. Alors qu'il me guide, je ne peux m'empêcher de demander « Mais comment tu connais ce passage ?» Il s'arrête, sa silhouette se détachant des ombres. Dans ce monde, il n'y a aucune information que l'argent ne puisse acheter, dit-il, sa voix basse. Il suffit juste de savoir où chercher et à qui demander. Nous avançons silencieusement à travers les couloirs. Les halls familiers de l'académie semblent différents dans le calme de la nuit. Cela a été une expérience surréaliste, comme d'être dans un monde parallèle à celui que je connais. Alors que je me remémore les visages des amis de Jack et leurs conversations, je me rends compte qu'ils n'étaient pas les figures menaçantes souvent dépeintes dans les actualités. Ils semblaient être justes. Des gens vivant une vie cachée du monde que je connais. L'allure confiante de Jade et l'esprit stratégique de Lucas, ainsi que la présence imposante de Rico,
était loin des images simplistes d'habitants du underground que les médias nous bombardent sans cesse. Peut-être que l'underground n'est pas seulement un refuge pour les hors-la-loi et les rebelles. Peut-être est-il bien plus complexe. Une communauté d'individus avec leurs propres histoires, leurs propres combats et leurs propres raisons d'être là-bas. Nous retirant dans nos chambres séparées, mon esprit est un tourbillon face aux révélations de ce soir. Le royaume du underground, les combats secrets, le portail caché, tout cela est perturbant. Le monde tel que je l'ai connu pendant 22 ans est maintenant en train de se défaire, me laissant perdu. L'aube se brise avec une lumière qui semble trop douce pour le tumulte qui bouillonne en moi. Dans la solitude de ma chambre, je lutte avec les révélations de la nuit. Les entrailles crues du monde d'un soir et l'image parfaite du consortium en train de se désagréger. J'envisage de contacter mes parents via le communicateur pour leur parler de mes réflexions concernant leur retraite soudaine, potentiellement liée à leur percée dans la décontamination de l'eau. Il est trop tôt dans la matinée, mais cela m'est égal. Si mes soupçons se confirment, cela pourrait ébranler le contrôle du consortium et offrir une liberté sans précédent à tous. Mais si le consortium écoutait, partager ses pensées pourrait faire étiqueter mes parents comme dissidents et les mettre en grave danger. Le risque est trop grand. Je dois garder ces suspicions pour moi. Cet isolement m'enveloppe comme un linceul glacial, me laissant dans la solitude absolue. Le silence qui règne alentour ne fait qu'amplifier le poids de mes peurs et de mes doutes, les rendant presque palpables. Les mots de Lucas concernant le système de surveillance du consortium et leurs actions potentielles contre ce dernier pèsent lourdement sur mon esprit. Pourrait-il faire partie de la résistance? L'idée de me rendre complice d'une forme quelconque de rébellion me terrifie. Ma formation, mon éducation, tout en moi crie pour que je rapporte ce que j'ai entendu. Pourtant, une partie de moi hésite. Le monde de Jack n'est pas aussi noir et blanc que ce qu'on m'a amené à croire. Absorbé par mes réflexions, un coup sec à la porte me tire de ma rêverie. En l'ouvrant, je découvre Jack, le visage empreint d'une gravité inhabituelle. Sans un mot, il entre, refermant la porte derrière lui avec un clic qui résonne dans le silence. Sa présence imposante envahit l'espace restreint, l'air saturé de questions non posées. Je recule instinctivement, mon dos se collant au mur froid. Mon pyjama léger est une bien maigre armure contre l'assaut de son regard. Son immédiate proximité me trouble. L'espace autour de nous se rétrécit. Ma chambre devient une scène trop étroite. Mon esprit, contre mon meilleur jugement, repasse les images du combat souterrain. La silhouette puissante de Jack se déplaçant avec une grâce mortelle, son torse nu. Je ferme les yeux, tentant de bannir le souvenir, mais la vivacité de sa poitrine musclée, brillant sous les lumières de l'arène de combat, refuse de s'estomper. Il est une arme aussi belle que brutale, une contradiction vivante qui m'attire et me terrifie à la fois. Il reste là, immobile, ses yeux fixés sur les miens comme deux flammes ardentes. Je sens son regard me consumer, scrutant chaque recoin de mon âme. Alors que je capte un effluve de l'odeur qui s'accroche à lui, un frisson me parcourt involontairement. C'est un parfum complexe, un mélange frais de savon et d'agrumes qui laisse place à une note plus profonde, plus mystérieuse, peut-être du chêne. Il y a une sauvagerie sous-jacente, une odeur brute et indomptée qui m'attire irrésistiblement. Je me retrouve à me demander, avec un mélange de curiosité et d'appréhension, quelle sensation cela ferait de tracer du bout des doigts les contours de son corps. Mon toucher glisserait-il doucement sur ses muscles ou rencontrerais-je une résistance dans leur fermeté? La pensée envoie une chaleur inattendue se propager en moi, me trouble. Mais qu'est-ce que je fais? Comment puis-je laisser mon esprit vagabonder dans de tels territoires? C'est Jack, un homme dont les actions sont à la fois admirables et effrayantes. Pourtant, me voici à imaginer la sensation de son corps, un désir que je ne peux ni totalement comprendre ni maîtriser. Je secoue la tête, tentant de dissiper ces pensées interdites. C'est un effort vain, comme essayer d'aplanir les ondulations dans l'eau. Jack me fixe avec un regard d'acier, sa mâchoire se serrant fermement. « Je suis toujours en colère contre toi pour m'avoir suivi cette nuit, dit-il fermement, la frustration évidente dans sa voix. Ses yeux se plantent dans les miens, ne laissant aucun doute sur la profondeur de sa colère.
Mais il faut aussi qu'on en parle, dit-il, sa voix basse et pressante me ramenant de mes pensées. Je perçois le sérieux dans son ton, une inquiétude palpable mais contenue. Jack, je commence. Mais les mots se coincent dans ma gorge. Le conflit en moi est évident. Il me regarde intensément, comme s'il tentait de lire dans mes pensées. Peux-tu garder pour toi ce que tu as vu et entendu, ou envisages-tu d'en parler à quelqu'un? Sa question est directe, ne laissant aucune place à l'évasion. Je me sens acculée. Le poids de la décision m'écrase. Je ne sais pas, je l'avoue, ma voix n'est qu'un murmure. La situation est accablante. Prendre la parole pourrait mettre des vies en danger. Mais rester silencieuse va à l'encontre de tout ce qu'on m'a enseigné. L'expression de Jack s'adoucit légèrement, mais il y a une gravité dans son regard que je n'ai jamais vue auparavant. Le monde n'est pas aussi simple qu'ils veulent le faire croire aux informations. Tout est beaucoup plus complexe, Eva. Tu dois me faire confiance. Si tu te confies, mes amis, ils ne tiendront pas une semaine. Ces mots restent suspendus dans l'air, lourds de sous-entendus. Je suis déchirée entre mon devoir et cette nouvelle compréhension du monde dont fait partie Jack. Le regard de Jack soutient le mien, une demande silencieuse de compréhension, de confiance. Ces mots résonnent avec une urgence qu'on ne peut ignorer. La réalité de ce qu'il me demande de faire, de garder le silence sur quelque chose d'aussi significatif, pèse lourdement sur moi. Il faut que je puisse te faire confiance sur ce coup, Eva, dit-il, sa voix n'étant qu'un murmure. Ce que tu t'apprêtes à faire, cela ne concerne pas uniquement mes amis, c'est bien plus large. Beaucoup d'autres vont souffrir. La vie de ces individus, de cette communauté, est en jeu. Je parle de raids, de pogroms. Sa voix est sincère et je perçois la vulnérabilité dans ses yeux. La gravité de la situation m'apparaît clairement. Mes actions pourraient faire basculer l'équilibre dans une lutte bien plus grande que moi. L'idée d'être un facteur décisif dans le destin d'autrui est intimidante. C'est une responsabilité que je n'avais jamais anticipée lorsque j'ai suivi Jack dans son monde. Une partie de moi veut se rétracter face à ce fardeau, se replier dans la sécurité de l'ignorance. Mais une autre partie, encouragée par les vérités que j'ai commencé à découvrir, reconnaît l'importance de ce que j'ai appris. Je hoche lentement la tête, un acquiescement silencieux à la confiance qu'il dépose en moi. Je comprends, je parviens à dire, ma voix plus ferme que ce que je ressens. Je ne dirai rien. Eva, je sais que tu partages tout avec Clara, mais ceci, tu ne peux pas lui dire. Puis-je compter sur toi? Demande-t-il. C'est ma meilleure amie ici, celle à qui je confie tous mes secrets. Pourtant, en cet instant, je saisis la gravité de ce qu'il me demande. Clara, avec sa foi inébranlable dans les normes et règles de notre société, ne pourrait jamais comprendre la réalité de ce monde parallèle sans l'avoir vu de ses propres yeux. C'est un monde qui existe en contraste flagrant avec tout ce en quoi elle croit. Ainsi, le cœur lourd, je donne un petit hochement de tête, scellant un pacte silencieux entre nous. C'est un accord tacite, chargé du poids des secrets qui doivent rester enfouis au plus profond de moi. Ce moment marque un tournant, une divergence dans mon chemin, où je choisis de porter un fardeau que je ne peux partager avec ma confidente la plus proche. C'est une décision qui m'isole davantage dans un monde de plus en plus complexe et dangereux. Alors que Jack quitte ma chambre, le conflit intérieur atteint de nouveaux sommets en moi. Je ne suis plus simplement une stagiaire à l'académie de police, je suis témoin des luttes plus profondes d'un monde divisé. Mes perspectives changent et avec elles, mon rôle dans cette tapisserie complexe de pouvoir, de résistance et de survie. Du point de vue où je me trouve, les motivations de Jack sont une énigme enveloppée de contradictions. Pourquoi lui, un homme qui semble incarner la défiance contre tout ce que le consortium représente, voudrait-il rejoindre la police auxiliaire? C'est une pensée déroutante. Le voir, une figure de rébellion, se glisser dans un rôle où il doit appliquer la loi, c'est comme un puzzle où les pièces ne s'emboîtent pas. Ses actions et son passé, tels que je les connais maintenant, ne s'alignent pas avec le chemin qu'il a pris. C'est comme observer un oiseau, connu pour son vol sauvage et sans limite, s'enfermer volontairement dans une cage. Il y a une histoire là, une raison derrière ce changement que je ne connais pas encore. Je suis tentée de lui demander de plonger dans les profondeurs de sa logique, mais je me retiens.
Mon intuition me dit que le moment n'est pas opportun, qu'il n'est pas prêt à dévoiler les vérités qui se cachent sous la surface. Il y a un sens du timing, une maturité requise pour de telles révélations, et nous n'y sommes pas encore. Alors je vais attendre, patiente mais vigilante, observant ses actions, rassemblant les fragments du puzzle, espérant qu'un jour les pièces s'assembleront et je comprendrai l'énigme. Vous aimez l'histoire? Aidez ce livre à trouver sa place dans le vaste monde de la littérature. Partagez vos impressions et laissez un avis sur Goodreads. Votre soutien est inestimable. Lien dans la description de la vidéo. Pour le prix d'un café, offrez-vous le livre audio complet et soutenez mon travail. Le lien vers le livre audio sur Kobo est dans la description de cette vidéo. Un grand merci du fond du cœur.